Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter notre page sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous aider financièrement en choisissant une de nos 3 formules très abordables allant de 1,50$ à 4,50$ par mois. Elles peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, de recevoir chaque épisode sans pub ou en avance. Mais surtout, elles nous permettent de continuer de faire vivre ce podcast en nous offrant un petit coup de pouce pécuniaire. Le lien est en descriptif de cet épisode. Merci beaucoup de valoriser notre travail et maintenant, place à l'épisode. Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi, c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et cet été, on va partager ensemble plusieurs anecdotes de longs voyages en famille, que ce soit en avion, en train, en voiture, Covid ou non, bébé comme jeune enfant, et solo ou accompagné. Tout d'abord, je voulais remercier les 40 personnes qui nous ont partagé leur histoire et qui nous ont détaillé une jolie palette d'émotions insoupçonnées au bataillon. Le critère de choix des témoignages était simple. Un trajet de plus de 8 heures avec des enfants. Et autant vous dire que s'il y a bien une région du monde qui s'y connaît, c'est l'Océanie qui a visiblement gagné la palme d'or des anecdotes en tout genre. Alors pour faire honneur à toutes ces familles, j'ai décidé de démarrer cette mini-série en regroupant les pépites reçues sur notre boîte mail par nos consoeurs de l'hémisphère sud dont le trajet minimum dure au moins 24 heures. Alors allons-y, je vous propose de démarrer avec le témoignage le plus récent, celui d'Eugénie, qui voyageait avec son mari et ses 2 enfants de 2 ans et demi et 5 ans respectivement. Bonne écoute! Bonjour, je suis Eugénie, j'ai 35 ans et le voyage dont je vais vous parler, c'est celui qui nous a menés de la France où on était reparti pendant 6 mois jusqu'à Hobart en Tasmanie, en Australie, là où nous vivons. À savoir que le voyage de Saint-Thirier-la-Perche, le village duquel je viens, jusqu'à Hobart, dure déjà d'habitude une trentaine d'heures, puisqu'on a une demi-heure de Saint-Thirier à Limoges en train. Ensuite, on a 3 heures de Limoges à Paris jusqu'à Paris-Austerlitz. 1 heure environ dans le RER ou dans un taxi pour nous rendre à Charles de Gaulle. Ensuite, de Paris à Sydney, il y a forcément un arrêt. Pour nous, pour le coup, c'était à Doha que nous nous sommes arrêtés. Et donc, le trajet Paris-Sydney dure 24 heures. Et ensuite, à Sydney, il faut changer d'aéroport pour passer de l'international au domestique. Et il y a ensuite un autre vol de 2 heures pour arriver jusqu'à Hobart. Donc, en temps normal, c'est un voyage qui prend environ 32-33 heures. Le voyage, plus spécifiquement, dont je vais vous parler, c'est celui que nous avons fait en janvier 2022. Et donc, toute notre famille revenait d'un séjour de 6 mois en France. Et Covid étant ce qu'il était, nous avions décidé de revenir en Australie lorsque la quarantaine obligatoire en hôtel serait terminée, ce qui a été le cas. Et donc nous étions censés rentrer, prendre l'avion de Sydney à Hobart et puis faire 1 semaine de quarantaine chez nous à Hobart. Et puis donc nous avons pris le train, puis l'avion, comme prévu. Arrivé à Doha, nous recevons la nouvelle que la quarantaine à la maison à Hobart n'est plus obligatoire. Donc on était fous de joie. Et puis la deuxième partie du voyage de Doha à Sydney, on commence à tous se sentir assez mal. Les enfants ont de la fièvre, ils toussent, ils éternuent constamment. Quelques heures après, c'est mon tour et on se sent vraiment mal. Et puis à 2 heures environ de l'arrivée à Sydney, il y a une petite vidéo qui est jouée dans
dans l'avion et qui indique à tous les passagers que si jamais ils avaient des symptômes, qu'ils devaient faire appel à une hôtesse de l'air et puis prévenir de la situation. Et puis comme les enfants et moi-même on avait toussé, éternué pendant une dizaine d'heures, bien sûr le personnel de bord vient nous voir, nous demande comment on se sent, et puis on pouvait pas vraiment leur mentir, donc on leur dit qu'on se sent pas très bien. Donc on arrive à Sydney, et puis l'équipe de biosécurité rentre dans l'avion. Tous les passagers sont encore à bord. Eux, ils entrent avec leur équipement, combinaison intégrale, masque, etc. Et puis ils nous auscultent devant tous les autres passagers. Ils finissent par désembarquer l'avion. Donc rien que une fois qu'on a atterri, on a dû attendre peut-être une heure et demie de plus pour que tout ça se passe. Et puis ils décident de nous amener en salle, dans une salle qu'ils utilisent d'habitude pour les interrogatoires, pour pouvoir nous tester, voir si on était positif au Covid ou pas, sachant qu'on avait eu notre rappel de vaccination, notre 3e dose 4 semaines avant. On n'avait pas trop d'inquiétude quant au fait qu'on serait négatif, qu'on avait chopé un rhume, une grippe ou bref. Et puis on teste, ils nous testent les 4, et puis on attend dans cette salle d'interrogation, et puis ils reviennent peut-être au bout d'une heure, pendant lesquelles ils nous avaient donné absolument rien à manger, rien à boire. Les petits étaient exténués, ils n'en pouvaient plus, et ils avaient faim, ils étaient fatigués, je crois que au moment où on était dans la salle d'interrogatoire, il devait être environ 21h. Ils nous font le test, il faut attendre 1 heure de plus. Le test revient, on est tous les 4 positifs, et donc ils décident de nous envoyer dans une chambre d'hôtel pendant minimum 1 semaine, maximum 2 semaines. À notre arrivée à Sydney. Donc on se fait escorter par la police, et puis on atterrit dans cette chambre appartement qui allait devenir notre maison pour les 8 prochaines journées. On a passé 8 jours en quarantaine, avec donc des enfants et moi-même qui étions complètement décalés, qui étions malades. Et triste aussi parce qu'on venait de quitter notre famille. On finit par faire cette quarantaine, et puis nous voilà finalement à l'aéroport domestique pour rentrer chez nous à Hobart. Notre vol est annulé. Nous devons prendre le prochain 3 heures après. 3 heures après, nous sommes dans la salle d'embarquement, et puis le nom de mon mari est appelé au micro, et nous avions dans notre sac en soute une petite batterie de téléphone portable, vous savez, petite batterie pour permettre de recharger son téléphone, et ils lui ont refusé l'embarquement. Parce que c'était interdit d'avoir ces batteries dans les bagages en soute. Et donc là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais à bout de nerfs, au bout de ma vie en fait. Et voilà. Et puis donc du coup, moi et mes enfants sommes rentrés à Hobart dans l'avion qui était prévu, et mon mari nous a rejoints en fin de journée avec le prochain vol qui était disponible, parce qu'en période il était peut-être le 5-6 janvier, ce qui est la saison estivale chez nous en Australie, et tous les vols étaient pleins bien sûr. Donc porte à porte, on a mis 232 heures pour rejoindre notre maison. La leçon que j'en tire, c'est ok, il faut être optimiste. Voyager avec des enfants, on l'a fait avant et ça s'était plutôt bien passé, et surtout en temps de Covid, en temps de pandémie, en temps d'incertitude de voyage, préparez-vous au pire.
parce que nous, on n'avait aucun jeu, aucune activité pour les enfants pendant nos 8 jours de quarantaine, et ça a vraiment été difficile psychologiquement. Donc préparez-vous au pire. Ne pensez pas que tout va bien se passer et laissez la place au hasard pour gérer le reste. Je garde des séquelles de ce voyage et de cette quarantaine, et tant et si bien que j'ai décidé cet été de rentrer à la maison seule. Donc pas d'enfant, pas de mari. C'est toute seule que je retournerai en France, en espérant que ça ne prenne que les 33 heures qui sont normalement la durée habituelle du voyage. Et voilà pour la fin de mon périple. Merci beaucoup Eugénie, et on espère sincèrement que ton voyage de cet été se passera beaucoup mieux et sera bien moins long que celui que tu viens de nous raconter. Bon, et puis dans la difficulté des aléas de la vie, on va se dire que cette famille avait de la chance. Ils étaient soudés, ils étaient ensemble et unis contre le virus. Mais comment ça se passe quand les enfants voyagent seuls et qu'un problème similaire peut se passer? Je vous laisse découvrir le témoignage de Carole, qui habite à Melbourne depuis plus de 10 ans et qui va nous parler du voyage de ses enfants qui avaient à l'époque 8 et 10 ans. Donc en 2017, on a décidé de les envoyer en France. Pour des raisons particulières, je ne pouvais pas y aller. Donc nous avons décidé d'envoyer les enfants en mineurs non accompagnés depuis Melbourne jusque Francfort. Pour que à Francfort, mes parents les récupèrent. Ils allaient passer du temps avec mes parents, puis après avec mes beaux-parents, et revenir sur Melbourne quelques semaines après. Donc on a choisi Emirates pour qu'ils puissent voyager. Et ils sont partis début juillet. Le premier vol, c'était Melbourne-Dubaï, un changement à Dubaï et ensuite Dubaï-Francfort. Quand on est arrivé à l'aéroport, c'était très tôt le matin. Le vol Melbourne-Dubaï est un des premiers le matin, à 5h du matin. On est donc arrivé à l'aéroport. On a rempli les papiers qu'on avait besoin de remplir, qui vous demande le nom, les détails, le numéro de téléphone de la personne qui récupérera les enfants à l'arrivée. Puis après, on donne les passeports à l'hôtesse. On avait un petit peu de temps, on est allé prendre un café, un chocolat chaud, et vers 4h du matin, on a laissé les enfants au International Departures, et ils sont partis avec une hôtesse. Et nous, on est restés à l'aéroport un petit peu, avec un petit pincement au cœur, en disant, ils vont partir tout seuls, c'est comme un grand voyage. Donc 8 et 10 ans, c'est pas facile, mais ils étaient tout contents, ça leur faisait, c'était une vraie aventure pour eux. Ils sont donc partis, nous, on a quitté l'aéroport à 5h, et ils recommandent en fait de quitter l'aéroport une fois que l'avion a décollé. Parce que si jamais il y a eu des soucis, au moins vous êtes sur place et vous pouvez récupérer les enfants si l'avion ne décolle pas, par exemple. Donc on est parti, on est rentré à la maison. Moi je suis rentrée à la maison, mon mari est allé travailler et on a passé la journée. De temps en temps, je regardais sur un site pour voir où était leur vol et combien de temps il leur restait. Et j'essayais d'imaginer un peu comment ça se passait pour eux dans l'avion, avec aux petits soins, j'imagine bien, avec les hôtesses. Ils ont atterri à Dubaï et à peu près au même moment, mes parents nous ont téléphoné pour nous dire qu'ils s'étaient bien réveillés, qu'ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner et qu'ils allaient dans peu de temps prendre la route pour Francfort. Donc mes parents habitent en France, mais c'est peut-être un petit peu plus rapide pour eux d'aller à Francfort pour récupérer les enfants, et qu'ils allaient bientôt partir. Donc on ne s'inquiète pas, tout était prêt. En même temps, mon téléphone sonne et je vois que je vois que l'appel vient de Dubaï. Donc je réponds et là je tombe sur ma fille qui, du haut de ses 10 ans, me dit que son frère a été un peu malade, qu'il a un peu la nausée, il sent comme s'il allait vomir, et que les hôtesses lui ont dit qu'on allait peut-être l'amener à l'hôpital. Je l'ai rassurée, je lui ai dit ne t'inquiète pas, ils ne vont pas amener ton frère à l'hôpital. C'est juste qu'il s'inquiète un petit peu, il est tout seul à voyager, il a que toi avec lui, son papa et sa maman, j'imagine, lui manquent pendant le voyage. Je lui dis bientôt, vous allez prendre le vol pour aller à Francfort et vous allez retrouver papy et mamie et vous allez avoir des vacances du tonnerre. Et donc du haut de ses 10 ans, elle me dit, très bien maman, je lui dis, il n'y a pas de souci, on va reprendre le vol, il faut qu'on y aille.
je repose le téléphone. À ce moment-là, mon mari et moi, on était fatigués et on décide d'aller se coucher. Le lendemain matin, le téléphone sonne à 6h du matin, c'est la ligne fixe. La ligne fixe sonne jamais chez nous. Donc mon mari se lève, va répondre. Moi, je n'entends que la moitié de la conversation, qui à ce moment-là était en français. Et j'entends, oh, ils sont encore à Dubaï. Et donc, il finit la conversation et pose le téléphone, raccroche le téléphone. Et là, il me dit que, en fait, notre fils de 8 ans, une fois qu'il est monté dans le deuxième vol, donc le vol Dubaï-Francfort, s'est senti mal, a vomi un petit peu. L'avion était prêt, en fait, à quitter, je dirais, l'aéroport pour aller sur la piste. L'hôtesse a fait venir le pilote, le capitaine, qui a expliqué à notre fils qu'il ne pouvait pas, du fait d'avoir été malade, il ne pouvait pas rester dans cet avion, il fallait le faire sortir de l'avion, faire sortir évidemment sa sœur de l'avion, et ensuite faire sortir les bagages, et qu'il devait se reposer, et qu'il allait prendre le vol suivant, qui était je pense 8 à 10 heures après. Donc là, les enfants ont été amenés dans le Kids Lounge à Dubaï, où ils ont pu dormir un peu. Ils ont joué avec des jeux vidéo, on leur a donné à manger, j'imagine, du fast-food. Pour eux, ça a été une mini-aventure. Je me permets de faire une petite coupure, parce que là, on est en train de parler de l'opinion de la maman. Mais si on avait l'histoire du protagoniste en question, je vous propose d'écouter le témoignage de sa fille. Quand j'ai arrivé sur l'avion avec Flavien, il a commencé de vomir de partout. Et les hôtesses de l'air, ils ont vu, ils ont aidé Flavien. Ils lui ont donné de la médication, mais ils avaient réalisé qu'on n'aura pas le droit de rester sur l'avion. Alors, ils l'ont enlevé de l'avion, ils ont essayé de chercher notre valise. Alors nous, on était responsables d'un décalage de presque 2 heures, et pardon à toutes les personnes qui étaient sur l'avion. Mais après, ils l'ont enlevé de l'avion, et la sécurité, ils ont amené dans un petit bâtiment en dessous de l'aéroport, où Flavien, il a été testé, juste pour différents types de maladies. Ils ont juste les tests normaux que les docteurs font. Après qu'ils ont fait tout ça, ils nous ont amenés dans un lounge pour les enfants, pour ceux qui volent sans parents. Moi, j'étais très fatiguée, alors je me suis endormie immédiatement sur un des canapés, et Flavien, il a commencé de jouer des jeux vidéo avec des enfants qui étaient déjà là. Après, je me suis réveillée et il y avait des dizaines d'enfants. Alors moi, j'étais un peu embarrassed parce que j'avais la bave de partout, mais après, on s'est réveillés et ils nous ont amenés à McDonald's pour qu'on mange quelque chose, parce que c'était 3 heures du matin et on n'avait rien mangé. We'll be right back. Hey, fellow story lovers. I'm Jonathan Cormer, host of the Dork Tales Storytime podcast, a show that brings families together to laugh, learn, and delight in a tale well told. Every 2 weeks, my forest friend, Mr. Reginald T. Hedgehog, and I bring you slightly wacky and very geeky retellings of classic fairy tales and untold stories about amazing hidden heroes of history. So check us out wherever you listen to podcasts, or visit us at dorktalesstory.com. Bon, ils ont passé donc 8 heures à Dubaï à attendre, et puis 8 heures après, ça allait beaucoup mieux. Ils sont revenus dans le vol d'après, et ils ont atterri plus tard à Francfort. Emirates a eu le temps, en fait, d'appeler mes parents, de contacter mes parents avant qu'ils ne partent. Donc au moins, on a pu leur expliquer tout ça, leur dire ne partez pas, ils ne sont pas dans le vol, ils prendront le vol suivant. Et Emirates a contacté donc mes parents pour leur dire à ce moment-là qu'ils étaient dans le vol et qu'ils pouvaient se mettre en chemin pour aller les chercher. Nous n'avons pas été contactés. J'ai l'impression
que la compagnie aérienne contacte les gens qui récupèrent les enfants plutôt en fait que les parents. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Les enfants ont donc pris l'avion qui a suivi, sont arrivés à Francfort sans encombre. Mes parents les ont récupérés et ils ont passé des super vacances. Les enfants n'ont pas du tout été traumatisés par l'expérience. Ça les a pas empêchés en fait de renouveler l'expérience 2 ans plus tard, de repartir tout seul, toujours avec Emirates. Et là, ça s'est très bien passé. On avait donné des médicaments contre le mal du voyage en fait à mon fils avec mon aîné devait en fait lui s'assurer que il allait prendre les médicaments régulièrement. Pour eux, ça a été une aventure. Ils étaient super contents d'avoir passé du temps. On s'est occupé d'eux. On était aux petits soins. Ils ont dormi, ils ont mangé, ils ont pu jouer. Ils sont pas sentis perdus du tout. Mais ça a été un très long voyage pour les enfants. Donc, un voyage qui aurait dû prendre, j'imagine, en tout, de porte à porte, un peu moins de 30 heures parce que une fois qu'ils sont arrivés à Francfort, il y avait quand même encore 3 heures de route. Ça leur a pris presque 40 heures. Donc, voilà. Mais ça leur laisse des souvenirs, de fantastiques souvenirs. Ça arrive pas souvent à beaucoup de monde. Nous, on n'a pas vraiment été inquiets. Alors, c'était il y a 5 ans, donc il y a peut-être des choses que j'ai un peu oubliées. Mais je me souviens pas qu'on était inquiets. On nous a dit, ils sont dans le vol suivant. Donc, tout ça s'est passé pendant que nous, on dormait. Quand on nous a réveillés et qu'on nous a dit, donc c'est ma maman qui a raconté ça, qu'ils étaient, ils n'avaient pas pu être dans le vol. Nous on dormait, donc après ils étaient dans le vol suivant. On a suivi, donc on a dû passer une journée de plus en fait à s'inquiéter un petit peu. Ce qui m'en reste, c'est que je fais confiance à Emirates, que c'est une très bonne compagnie aérienne, et que mes enfants s'ils pouvaient voyager en binôme en accompagné tout le temps, ils le feraient tout le temps. Le problème, c'est qu'ils grandissent et que bientôt, ils pourront plus. Voilà. Mais ça leur fait une super expérience. Ça a été une aventure et ils sont super contents. Merci encore à Carole et à sa fille pour leur témoignage. Bon, il y a eu plus de peur que de mal au final, et heureusement qu'on peut compter sur certaines compagnies aériennes pour être au top du top sur nos voyages. Par exemple, saviez-vous que certaines proposent des nuits d'hôtel gratuites si vous avez des longues escales de nuit ? Alors écoutons le trajet de notre Héloïse qui était intervenue lors de la première saison sur Expat Families, le numéro 11, si ça vous intéresse, et qui a un bon plan à nous partager. Hello, moi c'est Héloïse et j'habite à Brisbane en Australie. Le voyage le plus long que j'ai pu faire, c'est un voyage d'une 40aine d'heures, entre 40 et 42 heures. Je me rappelle plus exactement la durée du voyage, mais ouais, c'était long. Et ce voyage allait de Brisbane à Toulouse, avec une escale à Guangzhou en Chine et une escale à Londres. Pour ce voyage, je n'étais pas seule. Il y avait aussi mon mari et nos 2 enfants, qui allaient avoir 3 ans et 8 ans. Et la raison pour laquelle j'avais pris ce billet, c'est parce qu'il y avait une escale longue en Chine, et que lors d'une escale longue en Chine, la compagnie aérienne payait la nuit d'hôtel. Voilà, gérait le fait de t'amener à l'hôtel et te payer l'hôtel et le petit déjeuner. Donc je le savais et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais pris ce billet d'avion. On n'avait jamais fait encore de vol avec une escale de nuit comme ça. Et donc là, c'était un essai pour voir ce que ça allait donner. Du coup, quand on arrive, donc ce vol, c'était Brisbane-Guangzhou. À Guangzhou, on arrive à l'aéroport, on sort de l'avion et on se rend compte que déjà, on est énormément à faire l'escale de nuit en Chine. Et c'est assez bien organisé. Ils te disent, voilà, si vous restez pour la nuit, vous allez à tel endroit, on vous attribue un hôtel, vous attendez un bus et le bus vous emmènera à l'hôtel. Effectivement, ça se passe comme ça. T'arrives en Chine, bon, tu dois quand même faire tu dois avoir un visa de transit sur ton passeport qui est posé. Mais une fois que t'as passé, c'est gratuit et tu le fais à l'aéroport en arrivant. Ils te donnent le visa, t'as 24 heures ou 72 heures. Donc ils te mettent ce visa et une fois que t'as le visa, tu vas dans la zone des gens qui restent pour la nuit et on t'attribue un hôtel.
Alors ça a été un petit peu long, entre le moment où tu descends de l'avion, que tu montes dans le bus pour aller vers l'hôtel. Je crois ça a duré 1h30, 2 heures, c'était quand même assez long. Mais après, voilà, la compagnie te gère tout, ils t'amènent à l'hôtel. À l'hôtel, on t'enregistre, on te monte dans ta chambre. Et si tu veux sortir après de l'hôtel pour aller au restaurant, manger dehors, tu peux. Tu peux sortir. T'es pas limité à rester dans l'hôtel. Comme ça. Et le lendemain matin, on te dit à telle heure, le bus vient vous chercher. Et donc le lendemain matin, effectivement, on est venu nous chercher. On avait des petits déjeuners qui étaient préparés par l'hôtel. Et ensuite, on nous ramène à l'aéroport. Et à l'aéroport, on passe la sécurité et on réembarque dans le vol suivant. On n'a jamais récupéré nos valises qui étaient en soute. Les valises en soute restaient à l'aéroport et elles continuaient vers le vol suivant ensuite parce que c'était la même compagnie. On n'avait pas besoin de récupérer nos bagages. Donc il faut prévoir quand même un minimum avec toi en bagage cabine quand tu passes ta nuit à l'hôtel. Donc voilà, et donc on est retourné à l'aéroport le lendemain et on a repris notre vol vers Londres. À Londres, on avait une escale courte et après on a fait Londres-Toulouse. Le bilan de ce voyage avec arrêt en Chine, honnêtement, avec le recul, on a trouvé ça juste génial. C'était moins fatigant. La durée du voyage est beaucoup plus longue, on avait 40 heures, mais au niveau gestion du décalage horaire, la nuit en Chine, ça nous a vraiment facilité ce jet lag à l'arrivée. On était moins fatigués une fois qu'on est arrivé en France. Parce qu'on avait fait une bonne nuit à l'hôtel, plutôt qu'une nuit dans l'avion, on avait fait une nuit dans un vrai lit, dans un hôtel. Et ça, c'est juste parfait pour bien se remettre de ton voyage. Enfin, tu passes une bonne nuit, t'es pas recroquevillé dans ton fauteuil en classe économique. Là, tu te reposes réellement. C'est aussi très bien pour casser justement cet effet de jet lag. Quand tu fais Brisbane, la Chine, tu fais un arrêt en Chine, il y a 2 heures de décalage horaire en Chine. Mais le fait de faire cette nuit à l'hôtel, ça te casse un peu cette impression de décalage horaire que tu vas avoir en arrivant en France. Donc si c'était à refaire, la nuit d'escale en Chine, on le referait, sans problème. Les enfants dorment, t'as pas à les forcer à dormir dans l'avion, ils vont pas vouloir dormir parce que c'est l'excitation de l'avion. Il y a des films, on peut bouger, on peut jouer dans l'avion. Là, t'arrives à l'hôtel, ils vont dormir, quoi. Par contre, toutes les compagnies ne proposent pas ces nuits d'hôtel payées quand on a des escales longues. Je sais que donc c'est China Southern, China Eastern, je crois, qui le fait aussi. Korean le fait. Emirates le fait. Pour les autres compagnies, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais regardé avant les conditions de la compagnie en cas d'escale longue et j'avais vu qu'ils proposaient ça. Donc c'est pour ça que j'avais réservé ce billet d'avion. Par contre, juste un petit conseil, n'inversez pas vos noms et prénoms sur les billets d'avion avec la Chine et ne changez pas votre numéro de passeport entre le moment où vous réservez votre billet d'avion et le moment où vous prenez l'avion avec la Chine. On l'a fait, ça nous a valu des temps à la sécurité chinoise un peu plus longs que d'habitude. Voilà, la Chine n'a pas trop kiffé le fait qu'on ait fait refaire un passeport entre le moment où on a pris les billets d'avion, où il faut renseigner le numéro de passeport, et le moment où on voyage avec un numéro de passeport différent. Et c'est vrai qu'à la sécurité en Chine, ça a été toute une étape. Quand ils passent 10 minutes avec la sécurité chinoise, qui au haut-parleur, au talkie-walkie, qui parle en chinois et tu comprends rien, c'est pas idéal. Non, ça, on est passé au final, mais je ne vous le conseille pas. À refaire la nuit d'hôtel en Chine, oui, mais attention à vos numéros de passeport et dans le sens nom-prénom sur les billets d'avion. J'avais tout inversé. Voilà, si vous voulez des conseils pour les billets d'avion avec la Chine, appelez-moi. Je vous rappelle que c'est l'épisode 11, si vous voulez en savoir plus sur Héloïse, qu'on embrasse et qu'on remercie pour ce bon plan que personnellement je connaissais pas. Je peux comprendre que cette option est sympa quand les enfants ont plus de 2 ans. Ça peut être chouette pour les faire dormir et du coup in fine se reposer nous aussi en tant qu'adultes. Mais comment ça se passe pour les plus jeunes qui peuvent être assez malléables et qu'on peut faire dormir un peu partout ? Je vous laisse découvrir le témoignage de Fiona qui nous partage son trajet enceinte avec sa sœur et son petit toddler.
We'll be right back. Hi, I'm Leah, host of the award-winning travel podcast, Places I Remember with Leah Lane. I'm a longtime travel writer and author of the award-winning travel book, Places I Remember, Tales, Truths, Delights from 100 Countries. On our Places I Remember podcast, we share travel conversations with passionate travelers, well-traveled celebrities, and travel experts. You'll enjoy travel info about fascinating destinations and memorable experiences around the world. And we hope to inspire you to make your own travel memories. Follow us wherever you get podcasts. That's Places I Remember with Leah Lane. Bonjour, je m'appelle Fiona et je vis à Sydney en Australie. En 2019, j'étais enceinte et j'ai décidé de revenir pour donner naissance à mon fils en France, sachant qu'on était arrivé il y a à peine 6 mois en Australie. Donc du coup, j'ai pris un vol pour revenir avec mon aîné de 2 ans et demi. Et puis j'ai profité du retour de ma sœur qui était venue nous voir pour pouvoir rentrer. Comme ça, je me suis dit au moins je suis pas toute seule. Ça me permet de rentrer plus facilement. Donc les vols Sydney-Paris, c'est à peu près 24 heures. Un vol de 14 heures pour aller jusqu'à Dubaï. Ensuite 2-3 heures d'attente et puis un deuxième vol de 7 heures. On a choisi de prendre des vols de nuit. En fait, le premier vol le plus long de nuit, avec un départ à 21h, ce qui permet à mon fils de dormir. Et ça, c'est vrai que ça a été très pratique, parce que finalement, il a dormi les 14 premières heures, pratiquement. Mais qui dit dormir les 14 premières heures, dit ne plus dormir pour la suite, puisqu'il avait fait sa nuit. Donc on a essayé quand même de le faire bouger pas mal pendant l'escale. Et ensuite, pour le deuxième vol de 7 heures, il n'a pas dormi du tout. Donc du coup, c'est là qu'on a sorti la valise magique, sa trunky, dans lequel il a toutes ses activités, toutes les petites nouveautés que j'avais préparées pour qu'il puisse jouer, ses petits livres, ses gommettes, ses crayons. J'avais même ajouté des Lego Duplo et puis quelques jeux de construction ou des puzzles tout simples qu'il pouvait faire dans l'avion. Sauf que ça l'a occupé 15 minutes à chaque fois, mais donc pas assez pour les 7 heures. Et j'avoue que par la fatigue, j'ai lâché prise. Et puis finalement, il a regardé des dessins animés, Peppa Pig et autres, sur l'écran. Ça fait partie aussi finalement du voyage, même si on est plutôt 0 écran à la maison. Ça lui a permis de regarder quelques dessins animés et puis de savourer son voyage. Alors pour l'anecdote qui va avec, il faut savoir que ma sœur qui m'accompagnait et sur qui j'avais de grands espoirs pour m'aider et sur qui je voulais me reposer, finalement elle était malade dès les premières minutes de vol et donc était vraiment mal en point pendant tout le vol. Elle passait une bonne partie dans les toilettes de l'avion, je raconte pas les détails, ce qui fait que finalement j'ai dû m'occuper des deux pour le vol et c'est beaucoup plus difficile que d'être toute seule, je pense. C'était un long voyage et qui est assez fatigant finalement. Et j'ai apprécié de retrouver ma famille sur place pour qu'ils prennent un peu le relais avec mon fils. Parce qu'en effet, finalement, le deuxième vol qu'on a eu, c'était comme s'il passait une matinée éveillée. Donc arrivé à l'aéroport, on avait encore 2 heures de route. Et on a pu le faire dormir dans la voiture pour faire sa sieste et moi également me reposer. Ce qui permet d'être en forme pour recommencer. Et tenir jusqu'au soir pour éviter qu'il gère mal le décalage horaire. Bon, ce qui a été compliqué pour les 3 jours d'après, mais au moins ça nous a permis de reprendre un rythme. Pour la petite histoire, on était rentré donc fin 2019 et on devait rentrer avril 2020 en Australie. Qui dit avril 2020 dit Covid. Donc on n'a pas pu rentrer, on a été bloqué et on a réussi à rentrer bien plus tard. Et cette fois on était dans les avions, mais l'Australie avait gardé les quarantaines. Donc on était 40 dans un A380. Et franchement, je crois que c'est le meilleur vol qu'on ait jamais fait, avec chaque enfant ayant sa banquette complète pour dormir. Ça, c'était le top du top. Ce qu'on a refait à chaque fois, c'est finalement la valise Trunky. Elle nous permet déjà de transporter le plus petit, qui est maintenant à 2 ans et demi et qui peut monter dessus à l'aéroport. Et puis, ils savent que la valise, c'est la quantité de jouets qu'ils ont le droit pour voyager. Et on l'a avec nous dans l'avion. Et donc, du coup, on s'en sert.
La chose positive que je prends aussi, c'est qu'à chaque fois, je me fais un stock de petites nouveautés pour les enfants et qu'ils découvrent au moment où ils sont dans l'avion. La dernière fois, on leur avait mis des petits livres à sequins. Et ils jouaient avec les sequins comme ça. Ils écrivaient dessus avec des stylos à craie grasse, plutôt comme ça, pas de feutre, pour pas que ça attache sur les sièges. On leur avait mis des gommettes. On leur avait mis aussi des livres où ils peuvent colorier avec de l'eau. Ça sèche et ça recommence. C'est infini et ça les a bien occupés un certain temps. Quelques petits Legos aussi. Des petites boîtes dans une boîte plastique, comme ça ils se mettent dessus, ils laissent les Legos dessus et ils peuvent jouer. Là, je prévois de leur mettre des petits blocs magnétiques pour faire quelques constructions. Toujours des livres de gommettes. Et puis, au final, ce que j'ai appris de ces voyages, c'est le lâcher prise. S'il faut qu'ils regardent l'écran, ils regardent l'écran. Et de se faire confiance. Parce que c'est le plus important. J'avais peur de rentrer toute seule avec mon enfant de 2 ans et demi en étant enceinte. Et de me dire, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, je pense que si on se fait confiance, ça passe tout seul. Donc voilà, donc je réitère au mois de juillet, je pourrais dire si ça s'est bien passé ou pas. Cette fois, je rentre toute seule avec les deux de 5 ans et 2 ans et demi. On verra comment ça va se passer. Merci Fiona, et on espère sincèrement que ton trajet s'est bien passé. Et c'est vrai que la valise magique est souvent revenue dans les témoignages qu'on avait reçus. Je confirme personnellement que les Waterbooks dont elle parle, en tout cas pour les Melissa et Doug, sont vraiment chouettes. Et ils ont occupé mon fils pendant notre road trip qu'on avait fait entre Los Angeles et Seattle, donc plus pour cela. D'ailleurs, vous avez aussi notre psychomotricienne Marie, qui avait apporté son témoignage pendant l'Expat Expert numéro 2, qui sur Instagram a partagé plein d'idées d'activités et de jouets à ramener pendant un voyage. Donc je vous invite vraiment à regarder son compte Instagram pour ça. Car vous verrez que dans l'épisode de la semaine prochaine, on peut pas forcément toujours compter sur les écrans et les divertissements proposés à bord pour occuper nos bambins. Je vous en dis pas plus, mais y a un sacré témoignage qui arrive prochainement. Pour l'heure, je vous propose de switcher sur une autre catégorie et de parler bébé. Avec le dernier témoignage de Camille qui nous raconte son voyage seule avec son enfant de 5 mois. Alors bonjour, moi j'habitais en Australie pendant 12 ans, essentiellement à Canberra, où j'ai eu un bébé en 2012. Et ça fait partie d'une expérience inoubliable de voyager de Canberra jusqu'à un petit village dans le nord de la France, près de Lille, pour voir mes parents. Et en fait, je suis partie toute seule avec mon bébé dès ses 5 mois. J'ai fait Canberra-Sydney, Sydney-Singapour, Singapour-Paris, Paris TGV jusque Lille, puis Lille jusqu'au village. En tout, ça représente à peu près une petite 50aine d'heures, disons de voyage en mouvement, on va dire, en transport. Parce que en plus, il y a l'attente et puis il y a les imprévus, comme je vais le raconter. En fait, j'avais lu sur plein de blogs de mamans voyageuses quoi faire pour occuper le bébé et puis surtout éviter un peu le stress et le mieux se préparer possible. Et l'expérience prouve qu'en fait, on a beau se préparer autant qu'on peut, ça limite les dégâts, mais on peut pas faire face aux imprévus. On peut pas tout contrôler. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2000, il avait 5 mois, donc début 2013, c'était l'hiver. Et l'été en Australie, mais la neige en France. Alors d'abord, je suis arrivée, je fais Canberra-Sydney sans trop de problèmes, sauf que dans les files d'attente, au niveau des sécurités, etc., il y a mon sac à bébé qui était en fait en bandoulière, qui s'est complètement renversé. J'avais le bébé en portage, le sac à dos avec mes affaires, et ça s'est écroulé devant tout le monde avec les biberons, les machins, tout le matériel. Et heureusement, des passagers m'ont tout ramassé, m'ont aidé, m'ont même proposé de porter le sac jusqu'au passage des guichets.
Et ensuite, j'ai voyagé avec Singapore Airlines et c'était très bien parce que c'est une compagnie qui est géniale pour la famille. Ils sont réputés pour cela et c'est tout à fait vrai. Je suis passée en premier avec le bébé, aucun souci, bonne installation. Au niveau du vol, ils m'ont laissé dormir avec un autocollant qui disait que je dormais, qu'il fallait pas me réveiller. Ils faisaient bouillir les biberons à ma demande pour les nettoyer. Vraiment aucun souci. Le seul petit hic, mais c'est dans toutes les compagnies, c'est que quand il y a des turbulences, en fait, on doit sortir les bébés des bassinets même quand ils dorment, et on doit les rattacher contre nous, en fait, avec la ceinture entre eux, sur eux, et ça c'était un peu gênant. Au niveau des astuces, eh bien, il y en a pas mal que j'ai essayé. Alors, c'était de préparer d'avance des bouteilles. En fait, c'est scanné, etc. Il n'y a aucun souci au niveau des vérifications, au niveau du contrôle de sécurité, parce qu'en fait, ils vérifient que c'est de la poudre bébé, ils vérifient que c'est les bouteilles, c'est bien de l'eau, et après ça passe, aucun souci. Et c'est réservé le bassinet pour les tout petits. Alors, il y a un poids limite, etc. en fonction des compagnies. Aussi, j'avais pas mal de petits livres en tissu qui font pas de bruit et que le bébé a adoré regarder sans arrêt. Tout ce qui est petits stickers, petits objets. Alors des petites surprises qui étaient emballées dans du papier. Bon, c'est peut-être mieux pour les un peu plus grands. Je l'ai fait aussi quand on était un peu plus grand. Et en fait, ça faisait une mini surprise qui permettait de dynamiser un peu le vol. Mais sinon, à cet âge-là, c'est idéal parce qu'ils dorment beaucoup. Et c'est très compliqué quand ils sont toddlers, comme on dit. Ils n'arrêtent pas de bouger et ils veulent que marcher. Et là, c'est vraiment difficile parce qu'on est baissé, complètement plié en deux et c'est non-stop. Parce que les petits ont de l'énergie et nous pas. Et donc, la tétine aussi, ou l'allaitement, ça c'est la super astuce. C'est pour que les enfants, en fait, ils aient pas mal aux oreilles au décollage et à l'atterrissage. Ça a marché systématiquement pour le nôtre. Au niveau, sinon j'avais toujours de l'aide des passagers pour attraper des affaires, porter des choses, c'était vraiment super. Je me suis jamais sentie seule en fait. Moi, mon aventure un petit peu compliquée, c'était en fait quand je suis arrivée à Singapour, j'ai eu la mauvaise idée en fait de sortir de l'aéroport et ça c'est une astuce à garder, c'est essayer de rester à l'aéroport pour dormir pendant le stopover. Et parce que sortir, ça fait du stress en plus, surtout quand on est tout seul. Et il faut donc éviter. Et donc, j'ai voulu dormir dans un hôtel hors de l'aéroport. Et je me suis rendu compte, en arrivant à la réception, qu'en fait, j'avais oublié mon passeport au guichet d'assistance de Singapore Airlines. Et c'est l'hôtel qui, en me le demandant, m'a fait percuter que j'avais oublié ça. Donc, moment de panique, j'ai commencé à pleurer, à pas savoir ce que je devais faire. J'avais plus le temps de retourner à l'aéroport. J'avais le bébé, il faisait humide, il faisait chaud. Enfin, c'était vraiment affreux. Et en fait, mon mari, depuis l'Australie, a su négocier l'histoire du passeport. J'ai pu aller dans la chambre et le lendemain matin, je suis partie très tôt pour retourner à l'aéroport, récupérer mes passeports et refaire mon enregistrement pour le vol suivant de 14h jusque Paris. Vol qui était en retard de 3 heures, plus ou moins à cause apparemment d'un problème technique. Et 14 heures plus tard, on débarque à Paris et là, j'essaye de connecter mon téléphone. Pas de réseau. Ma carte SIM australienne ne marchait pas du tout. Donc c'est mon mari qui depuis l'Australie était connecté, communiqué avec mes parents, qui eux devaient me rejoindre à Paris, à Charles de Gaulle. Et ils se sont retrouvés dans la tempête de neige entre Lille et Paris, dans le TGV. Pas moyen de se connecter à moi non plus. Donc c'est mon mari qui est connecté avec eux. Moi j'ai réussi à me connecter par un téléphone de l'aéroport. Alors quand j'ai débarqué à l'aéroport, on m'a dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous auriez pas dû rentrer, c'est le bazar. Vous serez tellement mis en Australie. Ouais, et puis on peut pas vous aider, on peut rien porter. Je suis désolée, vraiment on est désolé madame. Alors j'étais vraiment désolée, mais en fait le personnel de l'aéroport n'a le droit de rien porter pour des raisons de sécurité. Et donc j'ai commencé à m'écrouler, à pleurer et de pire en pire, il faisait très froid et on est arrivé et là les valises n'arrivent pas, 1 heure dans le froid à attendre, toujours rien. On voit la première classe qui récupère leurs valises une par une, et ça dure. Et seconde classe en fait, rien parce qu'en fait ils ont pas voulu retourner sur le tarmac parce que c'était trop gelé et nos valises n'ont pas été récupérées. Donc on a passé
resté, je pense bien 2 ou 3 heures dans l'aéroport, dans le froid à attendre, sans repas, sans rien. Alors le bébé, j'avais plus de couches, j'avais plus de poudre de lait, c'était plus de change, c'était la grosse panique, j'avais pas moyen de communiquer. Finalement, c'est une personne de Singapore Airlines France qui est venue m'aider, m'assister. Ils ont payé une nuit d'hôtel pour moi. Ils ont réussi à joindre mes parents, à les faire venir jusqu'à l'aéroport me rejoindre. On a tous dormi sur place une nuit et ça a été remboursé. La nuit suivante, c'était encore la tempête. Donc du coup, on a dû rester encore à nos frais. Donc ça, c'était pas top. Et puis le jour d'après, on a pu tous repartir sur l'île et se reposer. Voilà, c'était une expérience inoubliable et assez flippante malgré toutes nos préparations. Et donc, ce que je dirais, eh bien, c'est surtout quand même préparer le plus possible. Alors, le coup du sac de linge qui se répand partout, du coup, ça m'a fait acheter un sac à dos allongé au top. Ça, je le conseille vraiment. C'est un sac à dos avec tout pour changer le bébé, etc. Donc, on peut porter le bébé devant et le sac à dos au dos avec tout dedans. C'est de dormir sur place, c'est de prendre une douche à l'aéroport où on paye. Il y a des douches familiales à l'aéroport de Singapour, c'est super. Et puis essayer de faire en sorte qu'on puisse communiquer parce que c'est vraiment pas facile. On se sent vite seul et dépourvu. Et voilà, en gros, de cette expérience, on en a eu plein d'autres assez compliquées, mais celle-là, c'était la plus difficile. Voilà, ça ne m'a pas découragée. Et les fois suivantes, j'ai réussi avec une amie de Belgique qui vit en Australie, m'accompagner avec le bébé, elle pouvait le porter, elle pouvait m'aider, moi je pouvais me concentrer sur les papiers, sur les sacs, parce qu'en fait c'est ça, c'est vraiment on est épuisé et il faut penser à tout, à ces papiers, à ces documents, où est-ce qu'on les a mis, et on sait plus et on panique, et avoir quelqu'un, c'est vraiment le top en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup Camille. Bon, en vrai, on va pas se cacher. Petits ou grands enfants, seuls ou accompagnés, organisés ou non, on n'est jamais à l'abri d'un couac. Mais si je vous disais qu'il faut garder espoir, et tout n'est pas que chaotique. En général, j'aime bien finir sur une note positive. Alors je vous propose un ultime témoignage, celui de Marie-Laure qui habite en Nouvelle-Zélande. Notre premier grand voyage, c'était pour venir ici à Christchurch en famille. Donc j'étais avec mes enfants et mon mari. Mes filles avaient à l'époque 4 et 6 ans. On est parti de Paris et on a eu un vol direct de Paris jusqu'à Singapour. Et puis ensuite, un deuxième vol direct de Singapour jusqu'à Christchurch. Dans ce sens-là, en général, il y a une escale de 12 heures qu'on passe avec Singapore Airlines. Donc ça fait un voyage total d'à peu près 30 heures. C'était un voyage un peu exceptionnel puisque on partait vivre en Nouvelle-Zélande. Donc il y avait une vraie excitation pour ce voyage-là. Et puis, c'était très très long. Donc, ma plus jeune avait 4 ans. Je m'inquiétais un petit peu de comment elle allait supporter ce voyage-là et comment nous aussi on allait supporter avec 2 enfants qui étaient quand même encore assez petits. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. J'avoue que on les a laissés beaucoup regarder la télé, ou jouer sur les écrans. On n'a pas instauré d'horaire, de quoi que ce soit. On les a laissés faire ce qu'elles voulaient finalement, tant qu'elles embêtaient pas les autres passagers. Nous, ça nous convenait. Donc, on a passé le premier vol comme ça. Puis l'escale à Singapour, on est sorti à Singapour pour faire un petit tour, pour visiter un petit peu. Et là, en fait, elles ont vraiment toutes les deux été très très fatiguées. Ma plus jeune s'est endormie au restaurant. Et puis, du coup, le deuxième vol, elles ont vraiment bien dormi. Et puis, avec des enfants petits, c'est plus facile de dormir, soit sur papa, soit sur maman, sur 2 sièges qu'elles partageaient. Donc, au final, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de gros soucis sur le voyage. Le bilan qu'on en tire, c'est que finalement, ça a été facile. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça a été facile à gérer, à gérer les enfants. Le vol en lui-même, non, c'est très très long, c'est compliqué. C'est fatigant surtout. Est-ce qu'on l'a refait? Oui, puisqu'on vit en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans maintenant. Donc on a fait cet aller-retour entre Paris
et Christchurch plusieurs fois. On a même fait l'aller-retour Paris jusqu'à Toulouse, ce qui est encore plus long. Si je devais changer 2-3 choses, non. Je crois que on a appris avec les voyages à s'organiser un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on n'a jamais eu de voyages de l'enfer qui se sont mal passés. Je touche du bois parce qu'on repart dans 3 semaines. On refait le voyage jusqu'en fin dans 3 semaines. Donc j'espère que ce sera pas celui-là, le voyage de l'enfer. Moi, je trouve assez sympa à l'escale de pouvoir vraiment faire une pause. Je trouve que les escales trop courtes, ça permet pas de se détendre et de pouvoir un peu bouger, parce que enchaîner 2 vols de 12 heures assis, c'est vraiment compliqué. Je trouve qu'une escale de 5-6 heures, c'est quand même hyper agréable, ne serait-ce que pour marcher, ne serait-ce que de marcher dans l'aéroport, ça fait un bien fou. Je l'avais déjà dit aussi, prendre une douche, pour moi, c'est vraiment le bonheur ultime de pouvoir s'arrêter à l'aéroport et de prendre une douche. Il y en a dans plein d'aéroports. Il suffit de chercher sur les sites des aéroports. Beaucoup d'aéroports ont des salles de bain avec des douches qui sont souvent payantes, mais qui sont très propres et souvent avec tout ce qu'il faut. Et du coup, d'en profiter pour se changer, parce que ça fait aussi, c'est vachement agréable de repartir avec des affaires propres. Quand on est resté assis 12 heures sans pouvoir vraiment trop bouger dans le même avion, pouvoir se changer et repartir en ayant pris une douche et avoir des affaires propres, c'est quand même hyper agréable. Mon autre conseil, c'est aussi de regarder ce que proposent les aéroports où on fait escale. Il y en a plein où il y a des activités. À Singapour, par exemple, l'aéroport Changi a une halle aux papillons dans lequel on peut aller faire un tour avec les enfants, c'est assez sympa. Il y a des hôtels dans l'aéroport, donc on n'est pas obligé de sortir de l'aéroport, de passer la frontière pour pouvoir faire une sieste de 3-4 heures. Quand on s'arrête 12 heures, par exemple, c'est pareil, c'est très agréable de pouvoir se reposer, de pouvoir dormir avant d'enchaîner un autre vol. Et pour la petite anecdote, j'ai toujours des affaires de rechange dans notre bagage à main, parce que notre premier voyage qui était pas très long, on faisait juste Paris-Miami, donc c'est quoi, 7-8 heures. Donc pour nous maintenant, c'est rien du tout, 7-8 heures. Donc ma deuxième fille avait à l'époque 2 ans, pas tout à fait 2 ans, elle avait 19 mois. Elle a été plutôt sympa pendant le voyage. Le seul petit truc, c'est qu'elle m'a vomi dessus à l'arrivée à Miami, à l'atterrissage. Et donc j'ai dû passer la douane dans mes habits qui sentaient le vomi, et elle est passée la douane en body. Et j'ai dû attendre d'avoir récupéré ma valise pour pouvoir me changer et enfin me débarrasser de cette odeur de vomi. Donc du coup maintenant j'ai toujours de quoi me changer avec moi, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Un accident assez vite arrivé, que c'est pas forcément un vomi, ça peut être une tasse, un repas renversé sur les genoux. Donc voilà, toujours avec moi un petit truc de rechange, on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup, à bientôt Cindy. Bon, malgré le passage vomito, il est quand même encourageant le témoignage de Marie-Laure, non ? D'ailleurs, petite anecdote de ma belle-mère, elle avait fait un New York-San Francisco avec mon mari qui était bébé à l'époque, bien entendu. Elle portait un pantalon blanc, et si vous vous rappelez des jolis cacas liquides de notre plus tendre enfance, sachez qu'elle avait dû vivre avec une jolie trace jaune moutarde sur ses cuisses. Apparemment, c'était divin. Du coup, si je peux rajouter un petit conseil qui est celui de ne pas voyager en blanc, c'est gratuit, c'est cadeau. En attendant, je vous propose qu'on en arrête là pour cette semaine. Je remercie encore une fois Eugénie, Carole, Hello, Fiona, Camille et Marie-Laure pour leur témoignage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre hors-série long voyage. Et cette fois-ci, on étend nos témoignages à d'autres parties du globe. Car bon, il n'y a pas qu'en Océanie qu'il arrive des ans bip, comme dirait Héloïse. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à bientôt.